j'achète. Je crois que ça suffit comme ça. Salut à tous. Une émission un peu particulière aujourd'hui car à 11h passées, nous n'avons à ce jour aucune nouvelle de Julie. Alors je voudrais lancer un appel. Julie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être as-tu eu un retard, peut-être as-tu disparu, peut-être as-tu fugué. Alors si tu nous entends, Julie, si vous avez des témoignages sur Julie, eh bien un seul numéro. 01 42 32 11 11. Alors comment décrire Julie? Parce que Julie c'est avant tout une voix. On va faire un petit portrait robot. Jacques Pradel, merci d'être là pour soutenir cet appel à témoins. Donc Julie, elle est blonde. Hein, elle est blonde. Taille, oui. Poids, alors on me met un 4 à l'8, je ne suis pas sûr du poids en régie. Âge 37 ans, je triple cette somme. Comme la cagnotte. Des yeux 2. Et alors, signe particulier qui vous permettra d'identifier Julie si vous la croisez, elle est malheureusement atteinte du syndrome Gilles de la Tourette. Ce qui donne à peu près ça quand on la croise. Putain de bordel de merde. On s'en bat les couilles. C'est un gros con. C'est une pute. Voilà, donc si vous entendez ces mots résonner à vos oreilles, et si vous voyez une femme blonde avenante et un peu l'air hagard, eh ben appelez-nous. 01 42 32 11 11. En attendant, on va animer cette émission avec deux invités exceptionnels cette semaine, Francis Huster et Jacques Pradel. Annick, bonjour. Bonjour. Tu vas faire quoi pour essayer de gagner les super cadeaux du Mr. Tchatch? En l'honneur de Francis Huster, je vais vous lire des scènes mythiques du théâtre classique. Bah écoute, vas-y, Annick. Oh rage, Au désespoir, ô vieillesse ennemie. Pardon, je te coupe, mais ça m'entraîne. Neige donc. Neige donc tant vécue que pour cette infamie, vas-y. Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers. Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire. Mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire. L'apologie du fist fucking déjà à l'époque. Bravo. C'est parti Annick, pendant 1 heure. Daniel, bonjour, que vas-tu faire pour essayer de battre Annick à plat de couture? Moi, je vais chanter des chansons en l'honneur de Julie, qui n'est pas là aujourd'hui. Oui, Jean? C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Julie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. J'ai trouvé vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis dans l'herbe et Julie aussi. Tout le public. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent et Julie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles. Et Julie, ça va être dur Daniel. Hein. Alors, le public a disparu également cette semaine. Il nous reste 2-3 reliquats, des gens qui ont mis dans le congélateur, qu'on décongèle quand on a un problème de public, ce qui explique la froideur de ce studio cette semaine. Le titre, bien sûr, car il en faut un, le titre cette semaine est « Mais où qu'en est ?» J'espère qu'on va la retrouver d'ici la fin de cette émission. Alors, Francis Huster, tu as terminé la trilogie de Marcel Pagnol avec ton ami Weber et tu fais un truc incroyable. Tu joues 2 fois par jour un spectacle sur le théâtre que tu as écrit toi-même et qui dure 3h30, 4h 4 heures, oui, il y a 2 sessions. 13h, 17h, et puis 18, 22. C'est le Francis Lalanne de la scène. Non, non, restez correct, s'il vous plaît. Le sujet, c'est 2 ou 3 choses que j'ai à dire aux futurs comédiens et au public. Alors ça va ravir les futurs comédiens qui demandent toujours à la sortie des spectacles, comment fait-on, où dois-je aller? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, qui viennent de province, qui ne connaissent pas les écoles, les portes auxquelles il faut frapper, et puis qui n'ont pas toujours d'ailleurs les moyens de payer ses cours. Voilà, coûte quand même dans les 200-300 euros par mois. Tu étais un grand professeur, toi tu as formé des gens qui ont un petit nom maintenant. Hein. Ouais, mais c'était une époque formidable chez Florent. Et puis là, c'est simplement pour 3 lundis en juin, le 15, 22, 29,
où comme ça ils peuvent venir une fois à 13h, une fois à 13h, une fois à 18h, une fois à 18h. Et là, tu vas leur parler. Et puis surtout, je voudrais faire un peu comme toi, c'est-à-dire prendre ça sans se prendre la tête justement. Il y aura une interactivité. Oui, absolument. Ils monteront sur scène, je parlerai avec eux, et puis ils pourront s'exprimer dans un vrai théâtre. C'est aussi pour ça que je le fais à la. C'est très intéressant parce que tu vas donner la possibilité à des jeunes de monter sur scène devant le regard des autres, même s'il n'y a pas un texte. Tout à fait. Et de dire ce qu'ils veulent, parce qu'il y a un vrai problème, c'est le problème entre, et tu le sais très bien puisque tu écris des pièces, entre le théâtre one man show et le théâtre avec des entre guillemets vraies pièces de théâtre. Et on est un énorme changement au théâtre, comme par exemple en 1920, si tu veux, il y a eu un énorme changement. L'année de naissance de Julie, encore un indice. Entre l'opéra, les chanteurs d'opéra, les troupes d'opéra, et puis tout d'un coup le musical qui est arrivé avec une chanteuse ou un chanteur tout seul qui chantait avec micro, ce qui scandalisait à cette époque. Et voilà, on est à peu près dans la même turbulence aujourd'hui dans le théâtre, et c'est de ça dont je voudrais parler avec eux. Très intéressant. Oh Julie, rappelle-toi que je ne suis rien sans toi. Oh Julie, si tu m'oublies, je serai pour la vie seul au monde. C'est super, Daniel. Tu chantes comme une merde, mais l'intention est formidable. Philippe, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour Francis. Bonjour. Alors moi, Laurent, je t'appelle parce que je crois que j'ai vu Julie. Ah. Alors, Philippe, toi, tu penses avoir aperçu Julie? Ah, j'en suis même sûr. Alors, Laurent. c'était où alors? Pourquoi elle Alors en fait, j'étais dans un TGV. Oui. Donc le TGV roulait à vive allure, mais j'ai eu le temps d'apercevoir Julie qui était à quatre pattes. Oui. Elle était en train de mastiquer. Toi-même ou une autre personne? Elle avait des taches blanches et noires. Ah non, ça c'est une vache. Non, tu as confondu avec la vitre. Merde. Non, ça n'a rien à voir et c'est pas tellement gentil pour Julie qui est une sylphide et voilà. Donc J'entends que sa voix, on n'entend que sa voix, donc je sais pas quelle apparence tu as combien à chaque œil, Philippe? -6 et -6, je suis le dernier stade avant Gilbert Montagnier, Laurent. On t'envoie une monture, tâche de l'aménager. Philippe? Oui, Laurent. Il faut nous laisser maintenant. Il vous faut la paix. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce film? Tu as fait tourner Jean-Paul Belmondo. Bon, un souvenir extraordinaire. Le film va sortir en DVD là, et je suis très fier de ce film et d'avoir été jusqu'au bout. J'ai une énorme admiration pour Jean-Paul Belmondo et je crois qu'en France, nous sommes à peu près 60 millions à être dans ce cas. Et il y a des gens, moi j'ai pas eu la chance de voir le film, mais il y a des gens qui ont été un peu peinés parce qu'ils pensaient que tu l'avais filmé dans un moment où il était diminué. Alors que moi j'avais trouvé ça formidable qu'il continuât sa carrière d'acteur. Ouais, exactement. Ça lui a fait du bien de tourner parce que j'ai eu la chance une fois à la remise d'une médaille de Robert Hirsch qui est un immense acteur. Oui. Il y avait Alain Delon et il me disait ce qui me touche le plus c'est que Jean-Paul n'entendra plus jamais le mot moteur. Il se trompait car grâce à toi il a entendu ce mot-là. Donc toi tu l'as aidé à continuer à faire en sorte que sa carrière d'acteur est toujours possible. Toujours possible, absolument. Mais les gens, il y a eu des récompenses aussi pour ce film. Ça les a fait souffrir de voir Jean-Paul dans cette oui, mais voilà, c'est au contraire, je trouve qu'il a, et d'ailleurs tout le corps médical et tous ceux qui s'occupent de gens qui ont eu exactement la même chose que lui, ils le considèrent comme un mythe maintenant parce qu'ils peuvent prouver aux autres qu'on peut s'en sortir, qu'on peut remonter la pente. Et bon, c'est une légende de Jean-Paul. Là, dans 3 semaines, 1 mois. Alors, séance de rattrapage pour les gens qui n'auraient pas vu le film au cinéma, il y a le DVD qui va sortir. Voilà. Et moi, personnellement, je vais l'acheter pour plein de raisons. La raison principale étant Jean-Paul Belmondo. Olivier, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Julie. Olivier, tu n'es pas sur le coup, et 2, tu salues quelqu'un qui n'est plus parmi nous. Olivier, tu es con de nature ou c'est juste comme ça, une attitude non, que tu te... C'est naturel, c'est vraiment, je me force pas. Tu fais quoi dans la vie? Je suis chef de rayon. Oui, j'ai vu le film d'Hitchcock, L'homme qui en connaissait un rayon. Très très beau film. À quel rayon? Dans le rayon liquide. Et tu aspires à arriver un jour au rayon poissonnerie? Pour toi, c'est un rêve, un Graal ou... Non, c'est inaccessible. C'est comme ça que j'appelais Julie, mon petit rayon poissonnerie. Elle nous manque quand même. Ta question, Olivier? Alors, j'aurais une question pour Francis Huster. Francis, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être troublé ou dérangé par des comportements bizarres de spectateurs lors d'une représentation de pièce de théâtre? On jouait Suite Royale où on était dans un lit et où on était très dénudés. Et avec avec Christiana au Théâtre Marigny, et je me souviens qu'il y avait eu une réaction très violente de quelqu'un qui disait que c'est un scandale d'être nu dans un lit. Enfin bon, mais alors c'est plus pratique quand on est nu dans un lit avec sa femme. Ça dépend. C'est pas forcément plus pratique parce que des fois on est un peu plus gêné que quand on est avec une partenaire à qui ça ne fait pas grand chose, quoi. Mais c'est une période formidable. C'était quoi ton pire souvenir de baiser avec
avec une partenaire, soit qui peut de la gueule, soit qui était antipathique. Non, le pire souvenir, c'est dans Colino où j'étais nu avec Bernadette Lafont et on était dans un lac tellement gelé que tout d'un coup, ne cherche pas à excuser ton micro-pénis. Non, mais les couilles sont disparues. Je te jure, c'est la première. Je sais pas s'il y en a. Alors, les couilles remontent. Si quelqu'un a vu les couilles de Francis, si vous avez les couilles remontent à l'intérieur, sont des jumelles qui se ressemblent énormément, voilà. Qui ont le même système pileux. Est-ce que tu peux nous décrire tes couilles, Francis? Peut-être on aura. En tout cas, c'est le même numéro de téléphone que pour Julie. Voilà. J'ai dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ah, toujours le bon choix. Un peu la chose. Non, vous dites, je ne veux pas ces seules paroles-là dans le billet, mais tournez à la mode, bien arrangé comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on peut les mettre. Oh Julie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Julie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Lisa, bonjour. Lisa, t'es pas sur le coup, on va te flinguer. Allô? Trop tard, tu t'es fait niquer, t'étais pas sur le coup, on peut pas t'attendre. Ah bah moi j'avais pas entendu, on attendait. Tu voulais poser une question à qui, Lisa? À Francis Huster. Tu fais quoi dans la vie? Je suis aide-soignante et là justement je suis avec mes collègues. Où ça? Cindy, Bruna. Ouais. Et voilà, on se posait la question, étant donné que Francis Huster il est de nouveau sur le marché, on voudrait savoir ce qu'il faut faire pour le séduire. Ah oui, parce que tu divorces. Ah oui, c'est vrai, je suis sur le marché. Sur le marché. Ben, faut être sympa, drôle, Francis, sexy. Ouais. Peut-être que tu es déjà recasé, un beau mec comme toi, aussi convoité. Non, je suis pas recasé là. Mais t'as eu, sans rentrer, sans être indiscret. Et est-ce que t'as eu des rapports depuis ton divorce? Non. Aucun? Non. Ça fait combien de temps maintenant? Je vais passer en manuel, on voudrait quelques détails. Alors, si quelqu'un a vu la zigounette de Francis, personne ne l'a vue depuis 6 mois, est-ce que tu peux la décrire, Francis? Plutôt avenante. Plutôt avenante. Alors, sans valise, les valises sont perdues. Les valises sont perdues. Pas de bagages. Voilà, Lisa, très bonne question. Merci, on t'envoie un cadeau. Ok, bah bonne soirée. Salut Lisa. Et la belle dame avait disparu. Oh, et j'ai crié, oh Julie, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. Et j'ai crié. Voilà, on attend toujours des nouvelles de Julie, mais où qu'elle est, c'est le titre de l'émission ce matin. Nous sommes en compagnie de Francis Huster et de Jacques Pradel. C'est bien de faire des Mr. Church, pas de guenon. Julie, si tu savais. Tous les médecins, désespérés à l'agonie pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Jacques Pradel, tu sors ce bouquin Côté Crime avec 36 affaires qui ont passionné la France. Alors, 3 bonnes raisons d'acheter ce livre. La France entière est passionnée par les faits divers. C'est vrai. Les grands faits divers. Moi, ce qui m'a frappé dans ce bouquin, c'est qu'il y a des théories, des explications et des partis pris incroyables. C'est-à-dire que des affaires qui sont restées mystérieuses, comme par exemple la bête du Gévaudan. Ouais. Toi, tu proposes un coupable, une explication, des noms. Ouais. Alors ça m'a beaucoup troublé. Rappelons que c'était au 18e siècle, fin 18e. Oui, au tout début fin 17e, début 18e. Voilà, dans le centre de la France, il y a eu des assassinats, on croyait que c'était un loup, il y a eu des enfants qui étaient dévorés. Il y a eu plus de 300 victimes prouvées. 130 avérées, oui, et 200 agressions. Ouais. Et beaucoup d'enfants, ce qui m'a aussi troublé, c'est que mutilés. Beaucoup d'enfants étaient mutilés, mais il y avait beaucoup d'enfants de 15 ans. Ouais. C'était redondant dans l'enquête. Énormément d'enfants de 15 ans. Il y a eu des plus jeunes, il y a eu des plus vieux. Ouais. On ne capturait jamais cette bête qui était décrite comme un loup hirsute au pelage, un grand loup indéfinissable, roux avec une bande noire sur le dos, ce qui est la caractéristique la raie de mulet. Des sangliers. Des sangliers. On a même
avancé l'hypothèse d'une hyène. Oui, on a parlé de hyène, on a parlé de chiens sauvages, on a parlé d'ours, on a parlé de beaucoup d'animaux. Finalement, la bête a été abattue, elle faisait 53 kilos. Ouais. Elle avait des dents de 4 cm de long. 3,5. Ah bah t'as vraiment pris des notes en lisant là. Non. Non, 38 je crois mm. ce qu'on me dit. 38 mm. 37, page 123. Alors, Jacques, je crois que tu n'as pas lu ton livre. Ah, mais si, attends. Allons au bout de la chose, quand même. Ce qui est formidable, c'est ça. C'est que tout le monde a d'abord pensé que c'était de la rumeur et du fantasme. On a envoyé le lieutenant de du roi, tu me troubles là, en me regardant avec un air de... Le fait que je sois nu ajoute au trouble? Oui, voilà, ça me trouble un peu, ouais. Et alors, il y a une explication qui a été donnée, c'est cette bête était un hybride entre un loup et un chien qui aurait été dressé par un fou psychopathe qui aurait donc tuer ses victimes par l'intermédiaire de cette bête. C'est donc une hypothèse, alors personne ne peut la prouver. Mais qui est pas tellement étayée, mais tu soutiens oui, cette je soutiens. Pourquoi ? Parce que un loup n'a jamais eu ce qu'on appelle la raie de mulet. Les gens qui connaissent un peu l'équitation savent que les ânes, par exemple, ont ce qu'on appelle la raie de mulet. Hein. C'est une raie les plus hyènes, noire. On les hyènes également, un certain nombre d'animaux. Et donc l'explication des témoignages de tous ces gens qui étaient vrais, c'est-à-dire que la taille de la gueule, la description générale de la bête était toujours vraie, sauf que quand on l'a tué, effectivement, elle n'avait pas de raie de mulet. Donc l'idée, c'est que son dresseur lui aurait constitué une sorte de carapace, un bouclier, avec un gilet pare-balles, avec une peau de sanglier, qui est très épaisse, comme le savent les chasseurs, et ce qui aurait expliqué qu'elle avait échappé au tir des lieutenants Elle du n'a roi. pas toujours échappé au tir des lieutenants du roi, ni au coup de couteau. Cette bête a été blessée à maintes reprises. Exact. Et donc, cette sorte de gilet pare-balles expliquerait le fait qu'on soit venu à bout d'elle au bout de plusieurs mois, plusieurs années. En plus, elle rentrait dans les villages, ce que les loups ne font jamais. Jamais, absolument. Elle faisait jusqu'à 7 victimes par jour, donc il n'y avait pas qu'une volonté de manger, il y avait une volonté de tuer. Voilà, et en plus elle mangeait ses victimes à des périodes où les loups n'auraient jamais cherché à manger parce que la nature leur donnait ce qu'ils voulaient. Donc il y a quand même tout un faisceau comme ça d'indices qui ont été mis bout à bout par cet homme là dont là j'oublie le nom au moment de t'en parler, et c'est troublant. Non, en tout cas, tu es un grand supporter de cette thèse. Il y a d'autres crimes. Alors, on reste dans le trouble total, la voyante et l'assassin. Ça, c'est une histoire très déstabilisante parce que une femme qui était voyante a rencontré un homme et elle a dit à cet homme, vous me tuerez, ce sera un vendredi. Voilà. Et le type lui a rayonné. Finalement, il a été séduit par cette femme. Ils se sont mis ensemble. Ils ont été amants et maîtresses. Au bout de 2 ans, ils se prenaient la tête. Ils s'engueulaient. Ils avaient des rapports très très conflictuels. Et finalement, il l'a tapée par accident. Elle est tombée sur un rebord. Elle a eu un mauvais coup. Elle a été tuée sur le coup. Et c'était un vendredi. Un vendredi 27 février 1953. Alors, quelle est toi l'histoire qui t'a le plus marqué dans ces 36 histoires Moi, ce qui m'a le plus marqué, il y en a 2 en fait. Il y en a une, elle marquerait tout le monde. Elle est énorme. C'est Issei Sagawa, le japonais cannibale qu'on appelait japonais cannibale. Qui est culte là-bas, qui est une star, qui a des sites internet, qui est célébré comme une vedette, qui a des émissions de télé, qui a fait beaucoup de livres. Il a été reconnu irresponsable par la justice en France, donc il a été en fait protégé par son père, un riche industriel. Voilà, un riche industriel japonais. Il a fait rapatrier au Japon et là-bas il a été reconnu non responsable. Les japonais l'ont sorti de l'asile au bout d'1 an en disant mais ce type n'est pas fou. Et alors là, il est devenu une sorte de rockstar de la télévision, des émissions de télé-réalité japonaises. Il a même fait des émissions de cuisine, enfin bon, des choses épouvantables. Et ce qui était très frappant dans les constatations des policiers quand ils sont entrés dans son appartement et qu'ils ont trouvé dans le réfrigérateur les restes de cette malheureuse jeune femme hollandaise, Renée Harteveld, qui était une étudiante, on a trouvé... Une sauce hollandaise. Non, on a trouvé une cassette audio qui était l'enregistrement du meurtre. Oui, elle disait des poèmes en allemand. Il lui faisait lire des poèmes en allemand, des poèmes sur la mort, en mettant des musiques, évocatrices. Il lui a déclaré sa flamme. Voilà, il s'est mis à genoux devant elle, et lui a dit, mais non, tu te trompes, je veux bien être ami avec toi. Et ben, il a perdu la face, il lui a dit oui, pour un japonais, c'est terrible. Et il est allé chercher le carabine 22 long rifle qu'il avait dans son armoire, il a tourné derrière elle pendant qu'elle était en train de lire, et il a tiré. Et sur la cassette, les policiers ont entendu le crime en direct. Le crime en direct, ce qui est quand même, je crois, rarissime. Il était obsessionnel parce qu'à 7 ans, il rêvait que ses parents le mangeaient. Absolument. Avec sa sœur. Il disait quand j'étais petit avec mon frère, on pensait que nos parents nous faisaient bouillir dans la cuisine et nous mangeaient après. C'est vrai qu'il est extrêmement troublant et qu'il déclenche chez les gens ce qu'il peut y avoir de plus négatif parce qu'il fascine. Il fascine les gens comme les grands criminels les fascinent. C'est que l'effet pervers, c'est que des gens qui ont été très médiatisés comme Fourniret ou comme en Belgique Dutroux reçoivent beaucoup de courriers, des aides et je crois qu'il y a une loi qui a été votée où ces gens-là n'ont pas le droit de tirer profit de leur mémoire
mémoire et heureusement, il était temps que... Alors lui, il a écrit des livres qui ont eu un certain succès, mais j'ai publié dans le livre, comme tu as dû voir, le reportage fait par un journaliste du Monde, Philippe Ponce, qui l'a rencontré il y a à peine quelques années, et quand même là, et ça rassure un peu tout le monde, il a quand même expliqué que finalement, s'il avait fait les émissions de télévision, c'est parce que personne ne voulait évidemment l'employer, que le vide s'était fait autour, parce qu'on a eu tendance à dire mais les Japonais ils s'en foutent de quelqu'un qui mange les autres. Non, pas du tout. Pour la plupart des Japonais, il était évidemment infréquentable, et maintenant il est retombé dans l'oubli, et il vit dans une petite maison. Son père est très riche, donc il a aucun problème d'existence, en écoutant de la musique classique et en lisant des poèmes. Chaque histoire est très bien écrite, et on se fait dire mais c'est le summum de l'horreur. Et non, parce que l'histoire d'après est encore plus horrible. Alors est-ce qu'on peut y avoir une gradation dans l'horreur? Moi j'ai aucune fascination pour l'horreur, j'ai aucune complaisance morbide pour les faits divers. Je pense que les faits divers, ce sont des miroirs qui nous donnent l'état des valeurs d'une société. Et en même temps, il y a une grande question qui est peut-être le mystère absolu, parce qu'il n'y a pas marqué assassin sur le front des assassins. Ce sont des gens comme vous, comme moi, qui ont l'air des gens tout à fait sympathiques. Sont tous les serial killers sont des voisins charmants. Voilà. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que mon voisin était charmant, serviable, gentil avec tout le monde. J'ai pas attendu qu'il passe au tac. Je l'ai balancé tout de suite. J'ai dit cet homme est un serial killer. Parce que le mystère du passage à l'acte, de la ligne jaune, c'est le grand mystère que même les psychiatres n'arrivent pas à résoudre. Alors il y a des infanticides, il y a des parricides, il y a Roman qui a tué ses parents, ses enfants. Jean-Claude Roman qui s'est fait prendre pendant près de 20 ans pour un médecin-chercheur à l'OMS alors qu'il était jamais allé. Il avait arrêté en deuxième année de médecine, absolument. Et qui, quand il a été découvert, quand le poteau rose a été découvert. Parce qu'il était doublé d'un escroc, il soutirait de l'argent à ses parents, ses beaux-parents. Et c'est comme ça qu'il laissait penser à sa femme. Il y a eu un film avec Daniel Auteuil. Absolument, bien sûr, à ses proches. Il laissait penser qu'il était payé très cher d'ailleurs comme un chercheur de l'OMS. Et puis, à partir du moment où on a commencé à voir que c'était un petit escroc, eh bien, il a liquidé tout le monde. Et l'horreur n'a pas de limite, parce qu'après, il y a le chapitre des séquestrés avec Natacha Kampusch, qui était un fait divers récent et très très célèbre, qu'on pensait être le summum de l'abomination. Mais non, derrière, il y a Joseph Fritzl. Elisabeth Fritzl, qui était la prisonnière de son père, qui lui a fait 7 enfants. Elle a vécu dans une cave pendant 23 ans. Et il y a toujours pire, puisqu'en France, il y a Lydia Guardo, qui elle a vécu 28 ans, séquestrée par son père, violée 3000 fois. Il lui a fait aussi 5 ou 6 enfants. 6 enfants, oui. Et dans le livre, il y a la lettre de Lydia Guardo à Elisabeth Fritzl, qui est poignante, vraiment poignante. J'ai été pris d'une grande émotion en lisant cette lettre, très touchante, très simple, puisque cette femme n'a pas été, elle parle avec ses mots, n'a pas été à l'école, puisqu'elle a vécu ce calvaire. À peine écrire, et elle a voulu tout de suite, écrire à cette femme quand elle a appris la libération d'Elisabeth Fritzl, parce que elle, Lydia Guardo, ne doit sa liberté qu'au décès de son père, parce qu'elle vivait dans un village de 396 habitants. Tout le monde savait que son père était le père incestueux de ses enfants, et personne n'a rien dit. Ce qui est incroyable dans ce bouquin, c'est que on ne lâche pas tellement il est passionnant. Tout ça est vrai, alors, ça glace le sang. Voilà. Mais les gens vont avoir plaisir à lire ça sur la plage. Comme tu as vu, il y a des encadrés avec des spécialistes, avec des gendarmes, avec des policiers, avec des juges. Il n'y a pas que les spécialistes, il y a Gilbert Collard aussi. Donc. Ah, mais écoute, Gilbert Collard, il a été excellent bien dans cette émission, il était formidable, et surtout, il a prononcé une phrase qui là aussi est une magnifique réplique, en tout cas littéraire, sinon de théâtre, parce que il a sauvé la vie d'un garçon qui était dans une erreur judiciaire totale, qui lui doit donc sa liberté. Qui a passé quand même... Qui a passé 3 ans en prison, qui avait été condamné à 20 ans, et il lui a sauvé la vie. Il était là au moment où il ne fallait pas la mauvaise personne, au mauvais endroit. Et Gilbert Collard a dit, je ne souhaite pas, même à mon pire ennemi, de passer dans le champ magnétique d'un crime. Côté crime, 36 affaires qui ont passionné la France aux éditions Télémac de Jacques Pradel. C'est pas de la promo, ça? Mais où qu'elle est Julie? On n'a pas de nouvelles de Julie. Si vous avez des nouvelles de Julie, 01 42 32 11 11. Raymond? Oui. Bonjour, t'as vu Julie? Bonjour. Oui, Raymond. Oui. T'as vu Julie? Non. Raymond? Non. Bonjour. Bonjour. T'as vu Julie? Non, j'ai pas vu Julie. T'as vu Les Jours sans fin? Raymond? Bonjour. Blague. Alors Raymond, ta question? Oui, alors j'ai une question pour Monsieur Francis Huster. Vous êtes plutôt bel homme. Comment faites-vous pour tenir éloigné toutes ces belles filles qui vous courent après? Alors tu as des répulsifs anti-filles dans tes poches? Je parle de foot. Dès que je parle de foot, elle s'enfuit. Ah bon? Voilà, il parle de foot. C'est vrai que c'est assez chiant. Quoique depuis 98, maintenant il y a beaucoup de femmes qui aiment le foot. Hein. Ouais, oui. Ah ouais, c'est vrai. Voilà Raymond, je te fais une grosse bise Raymond, je t'envoie un cadeau. Aussi. Christine, bonjour. C'est moi Christine, bonjour. Oui, bonjour Christine.
Alors moi, je voulais savoir si Francis Huster, puis Pradel, Monsieur Pradel, s'ils aimaient les autruches. Ah, il doit y avoir un piège dans cette question. Alors, on va dire oui pour se débarrasser. T'as déjà vécu avec une autruche, une pintade, oui? Non, parce que je trouve que c'est un oiseau qui est très sympathique, et puis ils sont tous les deux très sympathiques. Voilà. Et quel rapport? On va... Il n'y a aucun rapport. Il n'y a pas de rapport, c'est pour parler. Oui. Vous avez demandé les urgences psychiatriques, ne quittez pas. Monsieur Landru, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, est-ce que c'est facile de s'appeler Landru? À l'heure actuelle, oui, c'est facile de s'appeler Landru. Vous n'êtes pas victime de colibet? J'ai jamais été victime de colibet. Jamais? Non, jamais. Vous avez quel âge? J'ai la quarantaine. Vous faites quoi dans la vie? Chauffagiste. Non, aide-soignant. Aide-soignant. Ouais. Et vous avez pas mal vécu ce nom? Non, j'ai pas mal vécu. Vous n'avez pas été tenté de changer de nom? L'histoire s'est passée au début du XXe siècle. Donc c'était plus l'histoire de mes arrière-grands-parents, mes grands-parents. Nicolas? Oui. Tu as eu des vannes à l'école, genre t'es pour la femme au foyer? Mais peu. Très peu. Alors dis-nous, c'est ça qui nous intéresse. La Gazinière, bien entendu. La Gazinière qui a été rachetée par Laurent Ruquier. Exact, oui. Qu'on a pu voir dans le hall du théâtre. Aux enchères. Ouais. Mais donc pour toi, ce n'est pas un handicap que t'appelais Landru? Non, ça n'a pas été un handicap. J'en suis ravi pour toi. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Michel Fourniret, bonjour. Oui, bonjour, Laurent Baffy. Que faites-vous, Michel Fourniret, dans la vie? Eh bien, écoutez, je suis retraité. D'accord. Alors vous, comment avez-vous vécu cette homonymie désastreuse? Mais écoutez, d'une façon tout à fait philosophique, vous savez, il y a beaucoup de Dupont, malheureusement c'est tombé sur moi, et puis voilà, quoi, la presse, la télévision, la radio se sont emparés de nos téléphones. Est-ce que c'est plus facile de tenir une table au restaurant quand on s'appelle Michel Fourniret? Non, ça présentait une difficulté, une surprise, simplement lorsque la photo est parue dans la presse, parce qu'avant on pouvait suspecter beaucoup de choses, quoi. Non mais j'imagine que vous avez été victime de désagréments, c'est vraiment terrible, c'est vraiment... Oui, mon garagiste me demandait quand je venais porter mon véhicule, alors ils vous ont laissé quand même sortir pour le week-end, réflexion basique comme ça, quoi. Mais des Jacques Pradel, de ma santé. Je vous livre Michel Fourniret si vous voulez l'interroger. Vous êtes troublé, Jacques, je sens troublé. Non, je suis pas troublé, je me mets à sa place, mais ça, apparemment ça vous a pas empêché de vivre. Ah non, pas du tout. Et à part votre garagiste qui a un humour colossal, je me dis quand même qu'il faut être gonflé pour faire une réflexion qui ne peut être que de mauvais goût devant sûr, vous. mais vous savez, ça me passe au-dessus de la tête. Parce que vous l'avez encore, hein, c'est pas le cas de Landru, hein, monsieur Landru. Bonjour. Vous n'avez plus la tête sur les épaules, vous. Comment? Il a encore la gueule sur les Alors, il y a des dialogues dans ton livre, Jacques. On a tous les dialogues de Landru qui avait un humour incroyable. Il était à 2 minutes de l'échafaud. Extraordinaire. Il disait, je vais pas faire attendre ces messieurs. Tu n'as pas la petite phrase, si on lui a parlé de sa culpabilité, il a dit ça, c'est mon petit bagage. C'est mon petit bagage, oui. Elle n'est pas dans le livre. Elle n'est pas avérée, surtout. Voilà. Moi, j'ai essayé de mettre des choses qui sont vraiment avérées. J'ai retrouvé ça dans des minutes, dans des témoignages de l'époque. Et surtout, quand même, t'as dû le voir, il y a le prêtre vient pour lui dire, écoutez, Landru, croyez-vous en Dieu? Il lui dit, est-ce que vous croyez que c'est vraiment le jour pour les devinettes? Bon, ça, je trouve quand même une remarquable réplique. Et après, le directeur de la prison lui dit, les dernières volontés du condamné, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Il dit, écoutez, vous me pas connaissez. De clope, pas d'alcool. Non, mais attends, pour vous me connaissez un peu. Si vous pouvez me trouver une rousse avec des gros seins, je serais assez content. Et après, c'est Moon avant l'heure. Et après, effectivement, on lui offre la cigarette et le verre de rhum et il dit, non, c'est trop mauvais pour la santé, je ne bois pas, je ne fume pas, quoi. On lui amène un courrier, il a dit, posez ça, je lirai ça à tête reposée. Émile Louis, bonjour. On va prendre Guy Georges maintenant. Parlez-vous entre vous, hein. C'est une petite cellule qui n'est pas forcément familiale, mais qui peut être intéressante. Jacques Messrine, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites quoi dans la vie, monsieur? On dit Mérine, hein, pardon. Ah oui, parce que autrement, ça va pas. Vous faites quoi dans la vie? Là, je suis retraité. Et avant? Avant, j'étais dans l'armée de l'air. Alors, dans ton livre, on parle aussi de Mérine. C'est aussi une hypothèse d'un crime élucidé. Sur l'affaire dans le parking, l'affaire du grand producteur. Ah oui, absolument. Ça, c'est l'affaire Lebovici. Lebovici, c'est le seul cold case, comme on dit, qui se trouve dans le livre, parce que c'est un assassinat qui n'a jamais été élucidé. Et effectivement, Lebovici, qui était le créateur d'Art Média et qui était donc proche des officines d'extrême gauche. Oui, absolument. Bizarrement, bien sûr, qui connaissait il avait même fondé une maison d'édition pour éditer Guy Debord et même ouvert un cinéma pour qu'on puisse voir les œuvres de Guy Debord. Et en même temps, il avait pris sous son aile les copains de bord, hein. Il avait pris sous son aile Sabrina, la fille de Jacques Mérine, et il voulait absolument faire le grand film sur Mérine. Et dans ces dernières heures, quand on a reconstitué les dernières heures avant qu'il disparaisse définitivement, ce crime n'a jamais été élucidé. Jamais. Mais tu sous-tends que Mérine pourrait être derrière ça? Non, je ne sous-tends pas que Mérine pourrait être derrière ça. Je dis
dit que à l'époque, les hypothèses qui ont été envisagées par les enquêteurs avaient pris en compte cette possibilité, tout simplement parce que quelqu'un avait appelé son bureau l'après-midi en disant « Bonjour, c'est François, je vous appelle de la part de Sabrina ». Jacques Mérine, qu'est-ce que ça a généré comme anecdote pour vous que de vous appeler Jacques Mérine? Ça, je dirais, une fois, je me suis retrouvé au commissariat, j'ai roulé sans papier, ils m'ont demandé mon nom, j'ai dit que je m'appelais Jacques Mérine. Ce matin, c'est le colonel commandant de base qui est venu me chercher. Mesrine fournirait Landru au parloir? Oui, d'accord. Écoutez, on va vous offrir, est-ce qu'on peut offrir des livres, Jacques? On va vous offrir Côté Crime, le dernier bouquin de Jacques Pradel, 36 affaires qui ont passionné la France, et on va vous inviter au théâtre, si vous avez la chance de vous rendre à Paris, on va vous inviter au théâtre de Francis Huster. C'est dans quelle salle, Francis? La Gaîté-Montparnasse. Voilà, dans le quartier de Montparnasse. Rue de la Gaîté. 2 représentations, soit 13h, soit 20h. Et si vous aimez le théâtre, vous allez être comblé. Voilà. Pas de problème, j'aime ça, ouais. Voilà. Très gentil, merci. À mon commandement, peu. Vous avez les armes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vive la France. Au revoir. Je trouvais la ferme ordinaire, elle était pleine de poussière, et je lui dis, oh si, je l'avais venue ma bien vite, la botte avait une suite, et je lui dis, oh si, sous l'armoire il y avait une cale, elle était toute bancale, et je lui dis, Mais j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Sans effet, je n'en puis plus. Je me meurs, je suis mort. Alors, n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères. Tiens, je vais appeler ma mère. Bah oui, parce que je sais, je travaille, mais tant pis, je vais le faire pendant le travail. Juste, maman, je t'aime, bisous, voilà, c'est tout. Allô? Oh, quel dommage, madame. Oh, c'est trop bête, madame. Bonjour. Oh, c'est pas vrai, non. Oui, oh, maman. Oh, non, alors là, c'est pas possible. Je dis toujours oui. Oh, non, c'est pas possible. Ne faites pas ça, quand même. Maman, bonne fête, maman. Oh, non, mais c'est pas possible, ça, mon grand. Bon, mais non, je voulais pas t'appeler pour un Nialo du bonjour. Je t'ai déjà fait gagner 55 millions d'euros. La dernière fois, oui, maman, je sais, t'en as besoin pour les travaux, mais on va faire une maman-ton, tout le monde va se cotiser, maman. On est sur Europe 1. Si vous voulez envoyer des sous à ma mère, envoyez un chèque à Europe 1 et on transmettra. Voilà, je te fais des gros bisous, maman, je t'aime, bonne fête. Oui, merci à vous tous. Et puis, t'as appris pour Julie? Qu'est-ce qu'elle a, Julie? Elle a disparu. Non. On va faire un avis de recherche, elle. Voilà, on a Pradel à côté. On a Pradel tous les jours. On a le jingle, on a tout. Voilà. Qui est-ce que tu as comme invité? Francis Huster. Ah, d'accord, tu l'embrasses pour moi. Il est là, maman. Je vous embrasse, bonne fête. Bonne fête, mon grand, merci à toi. Merci. Bon, et puis Jacques Pradel. Ah, alors lui, je l'adore. Et l'autre, c'est de la merde. Non, ne vous me prenez pas, je l'écoute tous les jours. T'as rien d'autre à foutre, Allez. Bon, gros bisous, maman. Merci, madame. Chérie, et à l'avenir, à un moment, ni allons ni bonjour, Bah oui, mais là, écoute, je pensais vraiment pas que c'était ça, vraiment, Oui, t'as plus l'habitude que je t'appelle. Parce que de toute façon, je vais vous avoir, mais je vais vous avoir. D'accord. Il faut nous laisser, madame, vous êtes folle, laissez-nous tranquilles. Maman, tu peux pousser un râle d'agonie, s'il te plaît, c'est pour la radio. Je le fais pour ma mère. Eric, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Bonjour Laurent, en fait j'ai une information, j'ai pas vraiment une question. Je me baladais dans le Bordelais là, il me semble que j'ai aperçu Julie. J'ai fait une descente de câble, une petite dégustation. Oui. Et puis j'ai pas trop picolé pourtant, mais elle était là, elle était toute ronde, bien en bois, en chêne. Ah non, c'est une barrique, ça, faut arrêter. Vous savez quoi, vous mettez la police sur des fausses pistes et vous nous faites des faux espoirs. Ah, je suis désolé, je me suis trompé. Non, mais c'est pas cool, c'est pas cool les enfants. Roland, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Ta question, Roland. Eh bien, ma question, c'est que, écoute, j'ai entendu que tu voulais faire la fête des mares. Ah oui, la fête des mares, ce sera après la fête des mères. Le dimanche 14 juin, je lance la fête des mares. Alors, je lance l'appel du 14 juin. Il y a 36 900 communes en France. Je demande aux maires de créer une mare dans chaque commune et aux particuliers qui ont un jardin assez grand. Une mare, on peut faire ça peut faire 3 mètres sur 2, même une petite mare, mais c'est une étape pour la vie, pour la biologie. C'est indispensable, il n'y en a plus en France. Voilà. Exactement. Donc, moi, effectivement, j'ai un terrain sur les bords de la Marne, et où j'ai mis un abri de jardin et un poney. Et j'ai comment tu parles de ta femme, c'est dommage. Bah oui. Ça dérape. Mais
j'ai voulu toujours faire une mare et ma femme m'en a toujours empêché en me disant que c'était compliqué, que c'était difficile d'entretien. Et non, je voulais avoir pas du ton tout. avis là-dessus. Alors, mon avis, il y a tout sur Internet. Vous allez aller sur le site Europe 1 et vous verrez toutes les informations. Il faut creuser, mettre une bâche, mais pas n'importe quelle bâche plastique pour étanchéiser étanchéiser, ça c'est on peut dire ça comme ça. Et puis, il faut pas ramener de vie d'abord parce que c'est pas légal que de transporter, par exemple, des batraciens. On n'a pas le droit de le faire. La mare va se coloniser toute seule. Il faut pas mettre de poissons parce que les poissons c'est pas bon pour une mare. Ça peut être joli, mais c'est pas bien. Ça crée de la vase, tout ça. Et les espèces protégées, à savoir les crapauds, les salamandres, les tritons. Si vous avez la chance d'avoir ça chez vous, c'est extraordinaire. Et des petites libellules rares. Et puis c'est un moment de détente. Vous vous promènerez près de votre mare. Ce sera extraordinaire. Mais écoute, si j'arrive à en faire une, je t'inviterai, Laurent. Non, mais c'est pas si tu arrives. Tu vas la faire le 14 juin pour la fête des mares. L'émission prochaine, il y aura Thomas Dutronc comme invité. On célébrera la fête des mares et on les comptabilisera. Donc si vous faites une mare grâce à cette émission, dites-le nous et on essaiera de comptabiliser le nombre de mares et on va pérenniser cette fête. L'année prochaine, on recommencera pour qu'il y ait de plus en plus de mares en France. C'est indispensable, il n'y en a plus. Roland, fais ta mare. Voilà, n'écoute pas ta femme. Bon, d'accord. C'est quoi son prénom? Véro. Elle est près de toi? Ouais, elle est près de moi, tu veux que je la passe? Passe-moi cette connasse, on va régler le problème tout de suite. Écoute, et puis tu lui remontes les bretelles un peu, hein. Allez, je la passe. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait encore? T'as fait encore. Bonjour Véro, on va pas te supplier à genoux pour faire une super bonne action et tu seras ravi d'avoir une marche chez toi. Si Laurent, il veut le faire, avec plaisir. Ah voilà, dis ça tout de suite. Tu nous fais pas beaucoup de temps Véronique, hein? Tu fais quoi dans la vie? Je suis directrice d'école. Et dans ton école, tu pourrais faire une mare? Si, je veux bien, mais si c'est nous, ça va être compliqué, quoi. Non, ça va pas être compliqué, on va tout vous expliquer sur Internet. Je t'embrasse, Véronique. Moi aussi, je t'embrasse. Voilà, mais sauf que moi, je t'embrasse partout. Voilà. Ah, mais je prends. Il n'entend pas, Roland, donc ça va. Elle est trempée, elle a fait une mare, elle. Direct. Où qu'en est Julie? Où qu'en est Julie? Où qu'en est Julie? Richard, bonjour. Oui, bonjour Laurent, j'ai un témoignage. Je viens de voir Julie, je viens de la voir. C'est sérieux? C'est pas une connerie? Elle est devant moi, dans la rue, oui, bien sûr. Alors, elle est devant moi. Passe-la nous. Tu es où? Moi, je suis en Normandie, là, elle est devant moi. Là, je la vois, elle s'envole. Elle s'envole, elle est assez grosse, assez ronde, elle lâche des gaz. Non, Richard, tu nous décris une montgolfière, là, c'est pas possible ton. Ah merde, non, mais je me suis trompé, là. C'est pas Julie. Désolé. Lance un appel, je t'en supplie. Si vous avez vu Julie, cette femme blonde de taille moyenne, aux yeux verts, appelez d'urgence Europe 1. On n'en peut plus. Je me faisais une fête de retrouver Julie, et là je suis en deuil. Et maintenant, un moment que tout le monde attend. Et maintenant sur Europe 1, le jeu que le monde entier nous envie. Le jeu pourri de Julie. On s'en bat les couilles. Oh, qu'elle nous manque cette voix. Je vais le faire, tant pis, je vais reprendre. Alors, elle avait laissé sa feuille est là. Oh là là, quelle belle écriture. Alors, Julie, t'avais préparé un jeu sur le football, parce qu'elle sait que tu es fou de football. Alors, tu vas me dire, il existe pas. Je vais te dire des noms de joueurs. Tu vas me dire, il n'existe pas. D'accord? Caca. Il existe, bien sûr. On sait toujours pas s'il va être transféré au Real Madrid. Pipi. Il prétend que non. Comment? Pipi. Pipi? C'est tellement con que ça doit exister. Ça n'existe pas. Ah bon, d'accord. Popo. Popo? Non. Ça existe? Parce que je te demande. Existe pas? Ah non, existe pas. Popo? Popo? Non, Popo. Petit Pont. Petit Pont, oui. Non, n'existe pas. Madame pas. Petit Pont. N'existe pas. Ça peut exister dans certains pays, peut-être, oui. Alors? Oui, je dis oui. N'existe pas. Ma bite. Ma bite? Ah, il y en a forcément une qui existe, alors la tienne, oui. N'existe pas. N'existe pas. Sa bite. Sa bite. Il y a une chanson d'Aznavour comme ça. Sa bite seule avec maman. Sa bite. Pour la fête des mères spéciale de Lucas. Sa bite, c'est peut-être un joueur yougoslave, non? Oui? Non. Ça suce. Ça suce, oui. S-A-2-S-U-S. Existe, bravo. Il existe, oui. Cocu. Ah oui, Cocu, bien sûr, c'est un grand joueur hollandais. Extraordinaire. Ouais. Joue avec des cornes, c'est le seul à jouer avec des cornes. Jean Kulowski. Non, ça n'existe pas. Existe. Il existe? Il existe, Jean Kulowski. Il joue où? En Pologne.
République tchèque. Ouais. Le Pen. Il existe. Ouais, c'est le seul à jouer avec un truc sur l'œil. Pignol. Pignol, oui. Mais c'est un acteur. C'est un acteur. Non, tu confonds avec Pignol. Non, mais il y a un Pignol aussi. Mais qui il y a Marcel Pignol. C'était. Il y a eu les clés de Pignol. Il existe, Pignol. Le Fion. Le Fion. Écoute. N'existe pas. Oui, c'est possible. Il n'existe pas. Ah bon? Anal. Anal. Oh, ça doit exister. Dans tes rêves. Le Fion passe à Anal. Oui, oh, quelle belle action. Minou. Minou, non, je connais. Existe, Minou. Existe. Sachi. Sachi, oui, bien sûr. Existe. Poubelle. Poubelle, est-ce qu'il existe Poubelle? Pas souvenir. Il existe. Ouais. Le sac. Ils jouent ensemble, souvent. Non. Il n'existe pas. Une bonne moyenne, quand même. Je voudrais qu'on respecte une minute de silence. On est toujours dans l'attente, dans l'expectative. C'est l'heure en plus du jeu maintenant. Alors on va le faire nous-mêmes. Julie, il y a combien dans la cagnotte? Non, je peux pas. Fais-le toi, Francis, je peux pas. Alors Julie, il y a combien dans la cagnotte? Ah mais fous-moi la paix, c'est dans le moment, vraiment, tout le monde me cherche, j'en ai marre. Mais il faut bien qu'on fasse gagner quelque chose quand même. Fous-moi la paix. Non, elle râle quand je triple la somme, parce qu'elle n'arrive pas à compter. Et moi, je peux pas tripler la somme, là. Alors tu dis, bon. Julie, il y a combien dans la cagnotte? Alors, Julie, il y a combien dans la cagnotte? 1,752,684. Je triple cette somme. Ah mais merde, mais j'ai pas le temps de le faire. Comment tu veux que je triple 1,752,484? C'est complètement con. Ça rentre pas dans les cases. Ça rentre pas dans les cases. 5,884,604 euros. Je triple cette somme. Mais tu es dément. Tu te rends compte, on a 15,912,602. Bienvenue sur la boîte vocale. 15 milliards. Thomas me met au défi de lui faire un ni allô ni bonjour. Il est venu me voir à Saint-Avold au mois de mai. Il a passé une bonne soirée et il m'a dit, je te mets au défi, vraiment, tu ne me niqueras pas. Appelle-moi quand tu veux pour le ni allô ni bonjour. Ben, on va l'appeler tout de suite, Thomas. Allô? Oh, quel dommage, madame. Allô? C'est Laurent Baffy, et oui, vous avez perdu 2 fois la somme. On vous appelait, Thomas nous a mis au défi de vous appeler pour un ni allô ni bonjour. Oui, je sais. Oh non, c'est trop bête. Il vous avait briefé? Mais oui, mais il croyait que c'était hier soir. Quel est ton prénom? Céline. Eh oui, Céline. Le problème, c'est qu'on change souvent l'enregistrement parce que... Comme... Julie, il y avait combien dans la cagnotte? Écoute, c'est terrible. Il y avait 15 milliards. 15 milliards. Pas trop déçu, Céline? Ah si, terriblement. Tu fais quoi dans la vie? Je suis agent de développement. Si tu avais eu 15 milliards, quel aurait été ton premier achat tout de suite? Une grosse maison avec une grosse piscine. Voilà, ça vient de te passer sous le nez. C'est un peu con parce que là maintenant on appelle des gens qui sont sur le coup, qui nous mettent au défi. Tu peux nous passer Thomas, s'il te plaît? Oui, et je voulais aussi vous dire un grand merci pour ma super dédicace. Oui, je t'ai fait une dédicace? Ah oui, pour cette connasse de Céline. Oui, je cite souvent comme ça, Céline. Et tu as prouvé d'ailleurs que tu es conforme à l'image que je me faisais de toi, Céline, hein? Oui. Thomas, c'est Laurent Baffy. Allô? Thomas, tu te rends compte qu'on prend le risque de t'appeler malgré ton mail, malgré le fait que tu me mettes au défi. On s'est vu de visu au théâtre, je t'ai signé des autographes. Tu m'as dit, moi, tu ne m'auras jamais. Ton spectacle, il est génial, Laurent. Je te remercie. J'ai passé un des meilleurs moments de ma vie, ton spectacle. Oui, maintenant le pire. Est-ce que tu te rends compte que je prends un risque énorme? Je peux faire sauter Europe 1, même RTL, toutes les radios avoisinantes, tellement l'enjeu est énorme. Ouais. Et que tu craques quand même parce que tu as mal briefé Céline. Elle a dit allô? Mais oui, 2 fois. Mais c'est pas possible, je lui ai dit en plus. Et tu sais, c'est son anniversaire aujourd'hui, tu pourrais faire un petit effort, je sais pas. Attends, Thomas, déjà, est-ce que tu peux la gifler? Je voudrais entendre le bruit. Ok. Allô? Oui. Il doit rester quelques morceaux par terre, attends. On va avoir les chiennes de garde au cul parce qu'on fait gifler les femmes. Alors, Céline, elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 25 ans. Alors, Thomas, tu as été lamentable, en dessous de tout. Pourquoi? Pourquoi? Que je te le dis. Que je fais? Parce que tu as perdu 15 milliards d'euros. C'est pas vrai. Mais si. Oh merde. Ah oui, c'est décevant, hein. Mais au téléphone, ça compense. Oh, t'es gentil. Je te fais des grosses bises et repasse-moi Céline. Ok, ça marche.
Oui. Céline, vous venez à Paris de temps en temps? Ah oui. Je vais vous inviter à la Gaîté Montparnasse pour voir un spectacle étonnant. C'est Francis Huster qui parle de théâtre, qui fait une sorte de débat, qui raconte un peu sa vie, son œuvre et sa vision du théâtre. Ça dure 3h30, mais on ne voit pas le temps passer. D'accord. Et il est sur le plateau, là, Francis? Oui, bien sûr qu'il est là, Francis. Oui, bonjour. Je lui fais un gros bisou aussi, alors. Grosse bise. On va t'envoyer également le bouquin de Jacques Pradel, Côté crime. C'est pour lire dans le train, là, entre la Lorraine et Paris. Voilà. Ah, j'adore, super. On va t'envoyer un petit canard pour le bain. Oh. Ça te fait plaisir? Oui. Il y a combien de temps qu'il t'a pas fait grimper en rideau, l'autre con? Trop longtemps, le petit canard. On va t'envoyer le canard vibrant est offert par sexyavenue.com. Je fais le travail de Julie qui n'est pas là. Et on va t'envoyer également un cadre photo. Ça, j'ai pas le droit de l'offrir, c'est pour le gagnant de Mr. Tchatch. Mais je te prends sur moi, je t'envoie un cadre photo numérique. Oh, c'est génial. Voilà. Je te fais des gros bisous et on va te chanter un bon anniversaire ici. 3, 4. Joyeux anniversaire. Joyeux. Non, Julie, t'as une voix plus aiguë d'habitude. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et puis je m'en fous, vraiment. Bisous, au revoir. Bisous. Qui a gagné entre Annick? Quand c'est des nouvelles de mon voleur, je supplie que le vendredi, si le point est caché là parmi vous, ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont pas sans doute au vol que l'on m'a fait. Alors, vite, des commissaires, des archers, des Et Daniel. Que je ne suis rien sans toi. Oh Julie, si tu m'oublies. On va voter. Qui vote pour Annick? C'est beau de voir 11 000 personnes applaudir, c'est très beau. Qui vote pour Daniel? T'as paumé, Daniel? N'existe pas. Ouais, toi non plus, tu n'existes pas, tu as perdu. Je suis loin de toi. Oh Julie. Oh Julie. Annick, tu as gagné. 90. Tu as gagné, Annick. Tu as gagné un cadre Philips numérique et on va te rajouter des places de théâtre pour applaudir Francis Huster au Petit Montparnasse. Non, à la Gaîté. À la Gaîté Montparnasse. Voilà, on va t'offrir 2 places et le bouquin Côté crime de Jacques Pradel et le gros cadeau. Voilà, Daniel, tu auras également le livre, les places et un autre cadeau. Bravo et merci d'avoir participé à cette émission. Et si on essayait son portable, Julie? J'ai déjà laissé tellement de messages. Merci Francis Huster. Merci beaucoup. Merci Jacques Pradel. Merci, c'est un plaisir. Je vais me mettre à faire ma mare pour la semaine prochaine alors. Bonne fête à toutes les mamans. Et dimanche prochain, c'est la fête des mares. T'es combien dans la cagnotte, Julie? Si elle n'est pas encore triplée, il y a 15 milliards 698 760. Bonjour, c'est Julie. À tout de suite ou à plus tard. Ce sera plus tard, ce sera même dimanche prochain à partir de 11h sur Europe 1, Laurent Baffy et Julie.